L'alchimie d'un roman est une série de vidéos qui s'attachent à découvrir les petits et les grands secrets des petits et des grands romans. Aujourd'hui, le secret qui mijote dans notre marmite s'appelle l'analogie. L'analogie, de quoi on parle? D'une figure de style? Non, vous allez voir. L'analogie, c'est beaucoup plus. C'est un outil puissant que je vous propose aujourd'hui de décortiquer. Et alors que sort dans nos salles le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet, je choisis, pour illustrer mon propos, de vous parler du roman qui est à l'origine de ce film, L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet, un roman de Rafe Larsen. Bon, puisque c'est devenu une tradition, je commencerai par vous résumer la trame de ce roman en 1 minute chrono. T.S. Spivet est un enfant de 12 ans. Sa passion, c'est la science et la cartographie. Il observe le monde et l'étudie au travers des cartes qu'il dessine. Et il les dessine tellement bien qu'un institut prestigieux lui remet un prix d'importance nationale, sans savoir qu'il est un enfant. Alors le petit Spivet, qui habite dans le Montana, décide de fuguer de la ferme de ses parents pour aller recevoir son prix en secret à Washington, de l'autre côté des États-Unis. La traversée, vous vous en doutez, sera longue et difficile, mais surtout, elle lui permettra de découvrir l'histoire de son arrière-arrière-grand-mère, Emma, grâce à la lecture d'un carnet volé à sa mère au moment de partir. Emma était une femme scientifique au XIXe siècle, ce qui n'est pas chose facile, et elle fit le même voyage que Spivet, mais dans l'autre sens. Alors nous suivrons les deux destins parallèles du petit Spivet et de son ancêtre Emma, et nous finirons par comprendre à l'issue de leurs deux voyages comment l'un pourra éclairer l'autre par le jeu des analogies. Alors nous y voilà, le sujet du jour est donc l'analogie. Commençons par un petit rappel scientifique. On croit souvent que le cerveau humain est une merveilleuse machine à raisonner. Une horlogerie dont les rouages seraient l'induction et la déduction. Oui, peut-être, mais seulement en surface. Car en profondeur, le travail élémentaire des neurones n'est pas de raisonner, mais de rapprocher les images, les idées et les perceptions pour leur donner du sens. Ce rapprochement, c'est l'analogie. Et alors que le raisonnement est un travail qui nous demande de l'effort, l'analogie est le mode de fonctionnement naturel de notre esprit. Pour notre cerveau, l'analogie est un véritable plaisir. Et c'est pour ça que nous aimons tant les comparaisons, les symboles ou les métaphores. L'extravagant voyage de T.S. Spivet, vous l'aurez deviné, est un feu d'artifice d'analogie en tout genre. C'est l'un des nombreux charmes de ce roman et c'est particulièrement celui auquel nous allons nous intéresser. Alors, l'analogie en littérature, c'est d'abord la métaphore, où ce sont les rapprochements d'idées ou d'images. C'est donc une affaire de style, ce que nous désignons ici par l'élément aquatique. Et parce que notre cerveau carbure naturellement à l'analogie, tous les rapprochements qu'utilisera l'auteur nous séduiront immédiatement. Donc pour un écrivain, l'analogie est d'abord une arme de séduction. Par exemple, la ferme de la famille Spivet est construite sur le Divide, c'est-à-dire la ligne de partage des eaux des États-Unis. D'un côté, l'eau de pluie s'écoule vers l'océan Pacifique, de l'autre vers l'Atlantique. Une grande division s'il en est, comme celle qui sépare les parents du petit Spivet. Son père est un cow-boy bourru, terrien, matériel, sa mère est une intellectuelle scientifique cérébrale. L'analogie nous saute aux yeux et nous séduit, l'analogie entre la géographie du Divide et la géographie de la famille Spivet. Et en plus, la géographie est justement la spécialité scientifique du jeune T.S. Spivet. Une belle analogie, on applaudit le style. Et c'est loin d'être fini. L'auteur Rafe Larsen pousse le concept de l'analogie un peu plus loin et s'amuse à rapprocher aussi des idées pourtant éloignées. Par exemple, il raconte qu'à la naissance d'Emma, son père se débarrassa lui-même du placenta dans un seau qu'il versa par-dessus bord de son bateau. Juste après, dans le même paragraphe, l'auteur décrit les mains du père en train de vider les entrailles d'une morue. L'analogie est audacieuse, remarquez comme l'effet est immédiat, le rapprochement amuse. L'analogie incongrue est une des bases universelles de l'humour. Mais contenir l'analogie au seul style serait un gâchis terrible tant l'outil est puissant. Alors Larsen va l'utiliser bien plus intelligemment. Au cours de son voyage, Spivet se plonge dans le fameux carnet qu'il a dérobé à sa mère. Le carnet raconte l'histoire d'Emma, son arrière-arrière-grand-mère, et dans la marge de ce carnet, il va trouver un gribouillage anodin, plusieurs cercles entrelacés. Spivet interprétera ce crowbar comme le signe de la nervosité de sa mère au moment de raconter l'histoire d'Emma, comme on griffonne sur le bloc du téléphone. Plus tard, à un moment clé du roman, Spivet comprendra qu'Emma, son ancêtre, a abandonné une brillante carrière scientifique pour s'enterrer dans une vie de famille anonyme dans la cambrousse du Grand Ouest. Pour Spivet, ce choix est incompréhensible. Et mieux que les mots, Larsen choisit de dessiner à cet endroit du récit les fameux cercles dans la marge du livre, ce livre même que l'on est en train de lire, les cercles griffonnés par sa mère, mais cette fois-ci étirés vers le bas. Et non seulement notre cerveau de lecteur comprend immédiatement la nervosité de Spivet, mais il interprète aussi l'étirement vers le bas comme une déliquescence, comme un profond désarroi.
C'est de la belle analogie. Mieux, c'est un symbole, c'est-à-dire un élément neutre auquel notre cerveau apprend à donner un sens. Et ça continue, toujours plus fort, toujours plus loin. Car en donnant du sens à l'analogie, Larsen quitte le simple domaine du style pour s'élever vers la fiction, l'élément aérien, et plus tard, on le devine déjà, vers le message. Alors qu'est-ce que la fiction ? La fiction, c'est l'intrigue et les personnages. C'est le cœur de tout roman. Et une bonne intrigue, de bons personnages, se doivent d'être crédibles, vivants, incarnés. Par exemple, pour évoquer un bruit qu'entend Spivett, Larsen parle du claquement d'une louche sur le bord d'un pichet de limonade. Non seulement on entend le bruit immédiatement, mais on lui associe des valeurs de l'enfance et d'un certain bonheur naïf. Au fond de notre cerveau, la machine à analogie tourne à plein régime. Autre exemple, prenant le train, le jeune Spivett nous décrit le bruit qu'il entend. Un mélange du bruit des rails, du moteur, des wagons. Et Larsen dessine dans les pages de son livre un schéma qui décompose le bruit en autant d'éléments visuels, les rails, le moteur, les wagons. Puis il complète même l'analogie en évoquant un hamburger à plusieurs couches et les différents goûts qui se mélangent. Le son, l'image, le goût, ce n'est plus de l'analogie, c'est de la synesthésie, c'est-à-dire la correspondance entre les sens. Et l'auteur actionne donc les mécanismes les plus profonds de notre cerveau pour mieux nous faire ressentir une sensation comme le bruit d'un train. Une explication rationnelle aurait semblé plate et désincarnée, l'analogie est plus efficace en faisant appel à nos émotions. Alors grâce à l'analogie et à la synesthésie, on se met à ressentir ce que ressent le personnage. C'est très bien. Mais on peut aller encore plus loin dans l'identification, et nous touchons là le cœur de l'originalité de ce roman. T.S. Spivett est un petit garçon à l'esprit foisonnant qui note toutes ses idées, très nombreuses, dans des carnets. Et des idées il en a tellement que le corps de ces carnets ne lui suffit pas et qu'il noircit les marges de croquis et de digressions permanentes. Or, il se trouve qu'en tant que lecteur, le roman que l'on tient dans les mains, écrit à la première personne, est couvert de la même manière de petits croquis et de digressions. La forme devient l'analogie du fond. Et mieux encore, en lisant ce livre, on passe son temps à sauter de l'intrigue principale vers ces fameux petits crobards ou petits souvenirs qui encombrent les marges. On digresse, on rêve, on revient, on se laisse attraper par une idée, on perd le fil, etc. Et donc la forme du roman nous amène à adopter le mode de fonctionnement de l'esprit même du personnage, un esprit touche-à-tout et brouillon qui saute en permanence du coq à l'âne. L'identification est parfaite, car voilà qu'on se met à penser comme le personnage du livre, notre cerveau devient l'analogue du sien, il y a un mot pour ça, c'est l'empathie. C'est déjà brillant, nous sommes d'accord, mais l'objectif de Raif Larsen est encore plus ambitieux, car son but est de porter un message, et son message est une leçon de vie, celle-là même que comprendra le jeune Spivett. Et pour nous porter ce message au plus profond de nos esprits, il va bien sûr utiliser les artifices de l'analogie. Alors, l'histoire de T.S. Spivett est celle d'un gamin qui se jette brutalement dans la vie avec un grand V, la tête enflammée par un idéal, le progrès de la science, symbolisé par le prix qui l'attend à Washington. Car que valent nos vies dérisoires, n'est-ce pas, face à la science ? C'est exactement ce que se dit Spivett en prenant la route. Le problème, c'est qu'en chemin, il lira le fameux carnet et apprendra que face au même choix de vie, son ancêtre Emma abandonnera la cause de la science pour une existence pépère dans le Grand Ouest. Pourquoi ? C'est le grand mystère de ce roman. Et pour y répondre, Larsen va établir 1000 analogies entre les deux histoires, celle d'Emma et celle de Spivett comme deux lignes parallèles. Emma se sent exclue parce qu'elle est une femme, Spivett parce qu'il est un enfant. Elle fait le même voyage que lui, elle a les mêmes idéaux que lui, et elle finit par accepter l'aide d'un scientifique de grande renommée, ce que fera aussi le jeune Spivett. Et ce qui est formidablement malin de la part de Larsen, c'est que jamais il ne donnera de réponse claire au mystère d'Emma. Au lieu de cela, il nous fera vivre par les yeux de Spivett et il nous fera comprendre dans notre propre chair, en même temps que son héros, le choix de la jeune femme. Et c'est donc la grande leçon de Larsen. Le but d'un roman n'est pas de transmettre son message par un raisonnement implacable, mais de le faire vivre par analogie avec ses personnages, de le faire ressentir, de convaincre par l'essence et par l'émotion, parce qu'un message frappe tellement plus fort quand on le vit de cette façon. Et la Terre, je ne vous ai pas parlé de la Terre. Est-ce que ce serait le parent pauvre du roman de Larsen ? Pas du tout. Le milieu, le terreau de ce roman, c'est la science, et en particulier la science naturelle. Ainsi, Emma et Spivett vont côtoyer des grands scientifiques, en particulier Agassiz, le célèbre contradicteur de Charles Darwin. Mais ce que l'on va apprendre surtout au cours de ce roman, ce sont certains ressorts de la recherche scientifique. Une recherche par accumulation d'objets et de faits, dont on tire des concepts et des théories par le mécanisme, je vous le donne en mille, de l'analogie.
Parce que les grandes découvertes scientifiques émergent souvent du rapprochement inattendu de certaines idées ou de certains faits. La maison des scientifiques que côtoient Emma et Spivett sont des Capharnaüm, ainsi que la maison des parents de Spivett, ainsi que son esprit, ainsi que le livre lui-même que l'on est en train de lire avec ses digressions incessantes dans les marges. C'est cela aussi la science. Alors je vous l'avais dit, ce roman est un feu d'artifice des différentes formes d'analogie. Et grâce à l'analogie, l'auteur, tour à tour, nous séduit, nous plonge dans l'univers de son personnage, puis il nous permet de comprendre en profondeur son choix de vie, ainsi que les logiques particulières de son esprit scientifique. Un livre exemplaire donc, attachant et récréatif, un livre à lire dans un train alors que l'on traverse les États-Unis. Et voilà, c'est fini pour l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivett, en espérant que le film de Jean-Pierre Jeunet sera à la hauteur de cet excellent roman, ce dont personne ne doute. Alors, vous retrouverez les autres épisodes de l'Alchimie d'un roman sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez aussi retrouver mon actualité sur Facebook, sur la page Les Romans de Jean-Philippe Depote, ou sur mon blog, depote.com/blog. Mais par-dessus tout, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez que j'en réalise encore beaucoup d'autres, merci de la faire connaître en la diffusant autour de vous. À bientôt!